La gifle est arrivée si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Mes lunettes ont volé, se brisant en 1000 morceaux sur l'élégant parquet de la salle de bal, sous le regard silencieux de 130 invités médusés. Ma joue me brûlait, une douleur vive et cuisante, mais la souffrance qui déferlait dans ma poitrine était infiniment pire. Un raz-de-marée de chagrin et de trahison. Juliette, ma belle-fille, venait de me frapper le jour de son mariage, devant toute sa famille et tous ses amis, parce que j'avais refusé de lui céder les clés de mon appartement. « Voilà ce que tu mérites pour ton égoïsme !» avait-elle hurlé, sa voix perçant le silence respectueux de la réception. « Une femme de ton âge n'a pas besoin d'autant d'espace. » Le silence qui suivit ces paroles fut assourdissant, plus lourd et plus oppressant que n'importe quel bruit. Personne n'a bougé pour m'aider, alors que je m'accroupissais, tremblante, pour ramasser les débris de mes verres brisés. Je sentais les regards peser sur moi, un mélange de pitié, de gêne et de curiosité morbide. Certains invités détournèrent les yeux, visiblement mal à l'aise d'être les témoins de cette scène sordide. D'autres chuchotaient entre eux, leurs murmures formant un bourdonnement venimeux qui me parvenait aux oreilles. Mais personne, absolument personne, n'a osé prendre la défense de la pauvre vieille belle-mère qui venait d'être publiquement humiliée par la mariée radieuse. Mon fils Étienne se tenait là, immobile comme une statue de sel, le regard fixé sur le sol, comme s'il espérait y trouver un abîme pour s'y cacher, comme si j'étais devenue invisible à ses yeux. « Tu n'es plus la bienvenue ici », continua Juliette, lissant d'un geste théâtral sa robe de mariée immaculée, comme pour effacer la souillure de son geste. Étienne et moi avons besoin de notre intimité pour commencer notre nouvelle vie. Ton appartement serait parfait pour nous en attendant de trouver mieux. Ces mots étaient du pur venin, chaque syllabe distillant un mépris qu'elle ne prenait même plus la peine de dissimuler. Pendant des mois, j'avais enduré ces commentaires condescendants sur mes vêtements usés, ma vieille voiture, ma vie simple et discrète. Mais cette agression physique et verbale, avait franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être effleurée. Je me suis relevée lentement, sentant tous les yeux sur moi comme des poignards acérés. Des larmes coulaient sur mon visage, mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé pour toujours. Cette gifle n'était pas seulement un coup physique, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder un vase rempli de mois de frustration, de déception et de chagrin silencieux. C'était le point de rupture. Pendant des années, j'avais gardé un profil bas, vivant avec humilité et discrétion, protégeant des secrets que personne, pas même mon propre fils, ne connaissait. Des souvenirs des derniers. Moi ont commencé à bombarder mon esprit alors que je me dirigeais lentement vers la sortie, traversant la salle comme un fantôme. Je me suis souvenu du jour où Juliette était venue pour la première fois dans mon appartement, il y a 2 ans. Son visage s'était décomposé en découvrant mon modeste intérieur, mes meubles anciens, ma petite cuisine fonctionnelle, mais sans prétention. « Sérieusement, c'est ici que vit la mère d'Étienne ?» avait-elle demandé à mon fils, sa voix juste assez forte pour que je l'entende depuis le couloir. À partir de ce moment, chaque visite était devenue une torture silencieuse, une inspection méticuleuse de ma vie. « Aurore, tu devrais déménager dans un endroit plus petit », m'avait-elle dit il y a 3 mois lors d'un dîner de famille. « À ton âge, tu ne peux pas entretenir un si grand appartement. En plus, Étienne et moi pensons avoir des enfants bientôt. Nous aurons besoin de plus d'espace. » Son faux sourire ne trompait personne, sauf mon fils, qui semblait perdre toute personnalité dès qu'elle parlait, agissant comme une marionnette dont elle tenait les fils. Les humiliations s'étaient intensifiées progressivement, comme une marée montante. D'abord, ce furent les commentaires sur mes vêtements. « Aurore, tu n'as rien de plus moderne à te mettre ?» Puis, ce fut à propos de ma voiture.
Cette voiture est si vieille. C'est dangereux pour toi de conduire ça. Ensuite, ce fut mon travail à temps partiel chez le fleuriste local. Je ne comprends pas pourquoi une femme de ton âge travaille encore au lieu de se reposer. Chaque phrase était un petit poignard empoisonné qui s'enfonçait dans mon estime de moi. Je m'appelle Aurore Lefebvre. J'ai 68 ans et toute ma vie, j'ai été une femme qui préfère la discrétion à l'ostentation. Je travaille dans une petite boutique de fleurs 3 jours par semaine. Je conduis une voiture de 10 ans d'âge. J'achète mes vêtements dans des magasins de déstockage. Pour le monde extérieur, et surtout pour Juliette, je ne suis qu'une veuve de classe moyenne vivant d'une petite retraite. Mais c'est exactement l'image que j'ai soigneusement cultivée pendant des décennies. Ce qu'aucune de ces personnes qui me regardaient avec pitié ne savait, c'est que ma vie avait été complètement différente avant le décès de mon mari. Mon mari, Robert, n'avait pas été le simple employé de bureau que tout le monde croyait. Nous avions pris la décision consciente de vivre modestement, de garder notre véritable fortune secrète pour protéger l'intimité de notre famille d'une manière que je comprenais maintenant comme prophétique. Alors que je sortais de la salle de bal, les conversations des invités me suivaient comme un nuage toxique. « La pauvre, elle a l'air si fragile », chuchotait la tante de Juliette. « La mariée a raison. Cette femme ne peut plus prendre soin d'elle-même », ajouta le cousin d'Étienne. « Elle devrait être dans une maison de retraite, pas vivre seule », commenta un autre invité avec une fausse compassion. Chaque mot était comme de l'acide versé sur des blessures ouvertes. La fraîcheur de la climatisation de la salle de bal contrastait vivement avec la chaleur étouffante dans ma poitrine. Mes mains tremblaient alors que je cherchais mon téléphone portable dans mon sac à main noir usé. Un sac que j'utilisais depuis 5 ans, non pas parce que je ne pouvais pas m'en offrir un nouveau, mais parce que j'avais appris à valoriser la praticité plutôt que les apparences. Quelque chose que ma belle-fille ne comprendrait manifestement jamais. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur, un numéro que je n'avais pas utilisé depuis plus d'1 an, parce que j'avais naïvement espéré que cela ne serait jamais nécessaire. Carlos, c'est Aurore. J'ai besoin que tu viennes à la salle de réception des chênes royaux immédiatement. Oui, tout de suite. Apporte les documents que tu sais. Il est temps qu'il sache la vérité. Ma voix tremblait, mais il y avait une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Êtes-vous sûre, Madame Lefebvre ?» demanda Carlos de sa voix professionnelle, mais inquiète. « Une fois que nous ferons cela, il n'y aura pas de retour en arrière. » J'ai jeté un dernier regard vers la salle de bal, où je pouvais voir Juliette rire avec ses amis, leur racontant probablement comment elle avait remis sa belle-mère inutile à sa place. Étienne était à ses côtés, souriant faiblement, ne montrant pas une once de remords pour ce dont il venait d'être témoin. « Absolument certaine, » ai-je répondu. « 30 minutes, Carlos, pas plus. » J'ai raccroché le téléphone et me suis dirigé vers ma voiture d'un pas déterminé. Pour la première fois depuis des années, j'allais laisser tomber le masque que j'avais utilisé pour protéger ma famille. Pour la première fois, ils allaient rencontrer la vraie Aurore Lefebvre. Et quand cela arriverait, quand la réalité frapperait de plein fouet leur monde parfait et factice, ils comprendraient le vrai sens du mot regret. Le parking était calme, éclairé par des lampadaires qui projetaient de longues ombres entre les voitures. Je me suis assise dans ma vieille berline et j'ai attendu. 30 minutes pour que leur vie change pour toujours. 30 minutes pour qu'ils découvrent qu'ils avaient commis la plus grande erreur de leur vie en humiliant la femme qui, en secret, avait pris soin d'eux bien plus qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Alors que j'attendais dans ma voiture, les souvenirs de la façon dont j'en étais arrivée à ce moment ont commencé à inonder mon esprit comme une avalanche inarrêtable. Tout avait commencé exactement 2 ans et demi plus tôt, quand Étienne était venu à mon appartement avec ce sourire nerveux que je lui connaissais si bien depuis qu'il était enfant. « Maman,
Je veux que tu rencontres quelqu'un de très spécial, m'avait-il dit, et elle était là, Juliette, avec ses cheveux parfaitement coiffés, ses vêtements de marque, et ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dès le premier instant, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La façon dont elle a regardé mon appartement, évaluant chaque recoin avec un dédain à peine voilé, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ses intentions. « Comme c'est cosy ?» avait-elle murmuré en regardant mes meubles de seconde main et mes rideaux un peu passés. Son ton suggérait tout le contraire. Étienne, complètement aveuglé par ce qu'il croyait être de l'amour, n'a pas remarqué la condescendance dans sa voix. Ce premier dîner avait été un désastre silencieux. Juliette a à peine touché la nourriture que j'avais préparée avec amour, prétextant qu'elle faisait attention à sa ligne. Quand je l'ai interrogée sur sa famille, elle a donné des réponses évasives, mais pas avant de me poser des questions sur ma situation financière, avec une curiosité que j'ai trouvée alarmante. « Et comment vous en sortez-vous avec une pension de veuve, Aurore ? Ça doit être difficile de joindre les deux bouts avec si peu d'argent, » avait-elle dit avec une fausse sollicitude. Ce que Juliette ne savait pas, c'est que je l'observais autant qu'elle m'observait. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à remarquer des schémas qui m'ont mise en alerte. Chaque fois qu'il visitait mon appartement, elle faisait des commentaires sur la façon dont tout était démodé, sur le fait que je méritais quelque chose de mieux pour mes vieux jours. Mais ses yeux s'attardaient toujours sur les détails qui comptaient vraiment. L'emplacement privilégié de l'immeuble, la vue panoramique depuis mon balcon, la taille des pièces. Un jour, alors qu'Étienne était aux toilettes, je l'ai entendu parler doucement au téléphone dans ma cuisine. « Oui, maman. L'appartement de sa mère est dans un quartier super cher. Si je peux la convaincre de déménager dans un endroit plus petit, on pourrait rester ici jusqu'à ce qu'on ait notre propre logement. » Elle est si naïve qu'elle nous remerciera probablement même de l'avoir aidée dans la transition. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau, mais j'ai maintenu mon calme quand elle est revenue dans le salon, feignant l'innocence. À partir de ce moment, chaque interaction avec Juliette est devenue une performance soigneusement orchestrée de nos deux parts. Elle jouait la belle-fille inquiète, soucieuse du bien-être de sa belle-mère, tandis que je prétendais être la vieille femme vulnérable qui avait besoin de conseils. Mais à l'intérieur, je rassemblais des informations, j'observais ses mouvements, je comprenais ses véritables motivations. C'était comme une partie d'échecs où nous pensions toutes les deux être en train de gagner. Les mois suivants ont apporté une escalade progressive dans ces tentatives de manipulation. D'abord, il y a eu les suggestions subtiles. « Aurore, j'ai vu de jolis appartements pour les personnes de ton âge, avec des services tout compris et aucun souci d'entretien. » Puis sont venues les pressions plus directes. « Tu ne peux pas continuer à vivre seule à ton âge. C'est dangereux. Et si tu tombes, et que personne ne le découvre avant des jours ?» Chaque argument était conçu pour que je me sente incompétente et impuissante. Étienne, mon propre fils, a commencé à répéter les mêmes phrases comme un perroquet dressé. « Maman, Juliette a raison. Peut-être que ce serait mieux pour toi d'envisager de déménager dans un endroit plus gérable. » Le voir se transformer progressivement en la marionnette de cette femme était plus douloureux que n'importe quelle insulte directe. Le fils que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice me voyait maintenant comme un obstacle à son bonheur. La campagne psychologique s'est intensifiée après l'annonce de leur fiançailles. Les visites sont devenues plus fréquentes, mais aussi plus tendues. Juliette avait commencé à apporter des magazines immobiliers et des brochures de résidence pour seniors. « J'explore juste des options pour toi, Aurore. Je veux m'assurer que tu aies la meilleure qualité de vie possible, » disait-elle, étalant les documents sur ma table basse comme s'il s'agissait d'une négociation commerciale. Mais j'avais fait mes propres recherches. Un après-midi, alors qu'ils étaient sortis faire des courses pour le mariage,
j'ai décidé d'appeler une vieille amie qui travaillait dans l'immobilier. « Amélie, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose pour moi, » lui ai-je dit. « Il y a un couple qui est très intéressé par mon appartement, et je veux en savoir plus sur leur situation financière réelle. » Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Juliette et Étienne étaient endettés jusqu'au cou. Le mariage qu'ils prévoyaient coûtait plus de 50 000 €, entièrement financé par des cartes de crédit et des prêts personnels. L'appartement qu'ils louaient était sur le point d'être expulsé pour non-paiement. Les voitures de luxe qu'ils conduisaient étaient financées avec des mensualités qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Leur style de vie était une façade construite sur une dette étouffante. Tout a commencé à prendre sens. La précipitation à se marier, l'insistance pour que je déménage, les commentaires constants sur ma vulnérabilité économique. Ce n'était pas l'amour qui avait uni ce couple. C'était le besoin désespéré de trouver une solution à leurs problèmes financiers, et mon appartement, situé dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville, était leur bouée de sauvetage. La révélation m'a frappée comme une gifle à l'âme. Mon fils, le garçon que j'avais élevé avec des valeurs d'honnêteté et de travail acharné, avait choisi la voie facile de la manipulation et de la tromperie. Il avait permis à une femme ambitieuse de le convaincre de voir sa propre mère comme une ressource à exploiter au lieu d'une personne à aimer et à respecter. Dans les semaines précédant le mariage, leurs tentatives sont devenues plus agressives. « Aurore, tu ne peux pas continuer à être si égoïste », m'avait dit Juliette seulement 3 jours avant la cérémonie. Étienne et moi avons tellement sacrifié pour ce mariage. Le moins que tu puisses faire, c'est de nous aider avec le logement. Ces mots ne portaient même plus le masque de la fausse sollicitude. C'était une demande directe, déguisée en faveur familiale. Cette nuit-là, j'avais pris une décision qui allait tout changer. J'avais appelé Carlos, mon conseiller financier, et le seul homme en qui j'avais entièrement confiance depuis la mort de mon mari Robert. « Carlos, j'ai besoin que tu prépares des documents. Il est possible que je doive très bientôt révéler des informations que j'ai gardées secrètes pendant des années. » Sa voix était devenue sérieuse immédiatement. « Madame Lefebvre, êtes-vous sûre que c'est le bon moment ?» m'avait-il prévenu avec la sagesse de quelqu'un qui gérait mes affaires depuis plus d'une décennie. « Une fois que cette information sera publique, vous ne pourrez plus la reprendre. Les conséquences pourraient être dévastatrices pour les relations familiales. » Mais j'avais déjà pris ma décision. La famille que j'avais essayé de protéger avec mon silence avait choisi de me trahir. Et maintenant, assise dans ma voiture sur le parking de la salle de bal, attendant que Carlos arrive avec les documents qui allaient tout changer, je réalisais que le moment de vérité était arrivé. Encore 25 minutes, et Juliette, Étienne et tous ces invités qui m'avaient regardé avec pitié découvriraient qui était vraiment Aurore Lefebvre. Encore 25 minutes, et leur monde parfait, construit sur des mensonges et de la cupidité, s'effondrerait comme des châteaux de sable. La brise nocturne faisait bruisser les feuilles des arbres autour du parking, créant des ombres dansantes sous les lampadaires. C'était étrangement poétique que par une si belle nuit, tant d'illusions étaient sur le point de mourir pour toujours. 20 minutes s'étaient écoulées depuis mon appel à Carlos, et chaque seconde semblait une éternité. De ma voiture, je pouvais voir les lumières dorées de la salle de bal, entendre la musique joyeuse et les rires qui s'échappaient des fenêtres ouvertes. C'était surréaliste de penser que dans quelques minutes à peine, cette célébration se transformerait en un cauchemar pour les principaux acteurs. J'ai fermé les yeux et laissé les souvenirs les plus douloureux des derniers mois inonder mon esprit. J'avais besoin de me souvenir exactement pourquoi j'avais atteint ce point de non-retour. La plus grande humiliation s'était produite seulement 2 semaines avant le mariage, lors de ce que Juliette avait appelé une réunion de famille importante.
Elle était arrivée à mon appartement, accompagnée non seulement d'Étienne, mais aussi de ses parents. Une embuscade parfaitement planifiée. Aurore, nous voulons te parler de ton avenir, avait commencé la mère de Juliette, une femme hautaine qui me regardait comme si j'étais un insecte gênant. Nous pensons qu'il est temps pour toi de prendre des décisions responsables concernant ta vie, avait poursuivi le père de Juliette, un homme corpulent qui avait inspecté mon appartement avec les yeux d'un expert évaluant une propriété. À ton âge, vivre seul dans un si grand endroit est non seulement inutile, mais dangereux. Et si tu avais une urgence médicale et que personne ne le découvrait avant des jours? Leurs mots étaient répétés, trop parfaits pour être spontanés. Étienne était resté silencieux pendant toute la conversation, hochant la tête de temps en temps comme une marionnette bien dressée. Le voir là, assis à côté d'une famille qui me traitait comme un obstacle, c'était comme voir le fils que j'avais élevé mourir sous mes yeux. « Maman », a-t-il finalement dit d'une voix que je ne reconnaissais plus. « Ils ont raison. Juliette et moi avons discuté, et nous pensons que ce serait mieux pour tout le monde si tu déménageais dans un endroit plus approprié pour ton âge. » Approprié pour mon âge? Ai-je répété, sentant la colère commencer à bouillir en moi. Et qui décide de ce qui est approprié pour moi? Vous? La mère de Juliette a échangé un regard entendu avec son mari, comme si mes paroles confirmaient quelque chose dont ils avaient déjà discuté. Aurore, nous comprenons que cela puisse être difficile à accepter, mais tu dois penser à ce qui est le mieux pour Étienne et Juliette. Ce qui est le mieux pour eux? Ai-je murmuré, commençant à comprendre la véritable dimension de la conspiration qui avait été tissée dans mon dos. Et je suppose que mon appartement serait parfait pour qu'ils commencent leur vie de couple, n'est-ce pas? Le silence gêné qui a suivi ma question était toute la réponse dont j'avais besoin. Ils avaient planifié chaque détail de cette conversation, chaque argument, chaque pression psychologique. Juliette a pris le contrôle à ce moment-là, déployant tout son arsenal de manipulation émotionnelle. Aurore, il ne s'agit pas seulement de l'appartement, il s'agit de ton bien-être. Nous avons fait des recherches et nous avons trouvé une résidence merveilleuse pour les personnes de ton âge. Elle dispose de services médicaux 24 heures sur 24, d'activités sociales, de repas préparés. Tu pourrais te faire des amis avec des gens qui comprennent ce que tu traverses. Son faux sourire me donnait la nausée. Ce que je traverse? Ai-je demandé, feignant la confusion. Et que penses-tu exactement que je traverse, Juliette? Elle a regardé Étienne pour obtenir du soutien avant de répondre. Eh bien, la solitude, l'incertitude financière, la peur de ne pas pouvoir prendre soin de toi-même. C'est normal à ton âge, Aurore. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir besoin d'aide. L'audace de cette femme de 28 ans me disant ce qui était normal à mon âge m'a laissé sans voix pendant un moment. Mais j'ai alors vu quelque chose dans ses yeux qui m'a glacée. La certitude absolue qu'elle avait un droit sur ma vie, ma maison, mes décisions. Pour elle, je n'étais plus une personne autonome, mais un obstacle à éliminer avec le moins de résistance possible. Nous avons fait les comptes, a poursuivi le père de Juliette, sortant un dossier qu'ils avaient clairement préparé à l'avance. Le coût de la résidence serait d'environ 2 500 € par mois. Avec la vente de ton appartement, tu aurais assez d'argent pour le couvrir pendant de nombreuses années, et il en resterait même un peu pour aider Étienne et Juliette avec leurs dépenses initiales de mariage. Voilà, la vérité nue et crue. Il ne s'agissait pas de mon bien-être ou de ma sécurité. Il s'agissait d'argent. Il s'agissait de convertir ma maison en liquidité pour financer leur style de vie insoutenable. Et si je refuse? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Aurore, a dit Étienne, sa voix sonnant comme si elle était répétée. Nous espérons qu'il ne sera pas nécessaire de prendre des mesures plus drastiques. Mais si ta santé mentale se détériore au point que tu ne puisses plus prendre de décisions rationnelles. La menace implicite était limpide.
Si je ne coopérais pas volontairement, ils chercheraient des moyens légaux de me faire déclarer incompétente. Ils avaient fait leurs recherches. Ils avaient planifié. Ils avaient préparé le terrain pour prendre tout ce que je possédais par la force si nécessaire. Le fils que j'avais élevé avec tant d'amour était assis juste là, permettant à des étrangers de menacer sa propre mère. Cette nuit-là, après leur départ face à mon refus ferme, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années, non pas de tristesse, mais pour la mort définitive des illusions que j'avais entretenues sur ma famille. J'avais appelé Carlos immédiatement. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose d'urgent », lui avais-je dit en larmes. « Je veux connaître la situation financière réelle de mon fils et de sa fiancée. Tout. Dettes, revenus, passifs, tout. » Les résultats de cette enquête avaient été dévastateurs. Étienne gagnait 45 000 € par an en tant que directeur des ventes, mais avait des dettes de plus de 80 000 € sur des cartes de crédit. Juliette travaillait à temps partiel comme consultante en images, gagnant peut-être 4 000 € par an, mais dépensait comme si elle avait un salaire de cadre. Ensemble, ils devaient plus de 120 000 €, sans compter les prêts qu'ils avaient contractés pour le mariage. L'appartement qu'ils louaient pour 2 000 € par mois avait 3 mois de retard de paiement. Les voitures qu'ils conduisaient étaient financées avec des mensualités qui absorbaient 60% de leurs revenus combinés. Leur principale carte de crédit était au maximum et ils avaient commencé à utiliser des avances de fonds pour payer d'autres dettes. Ils étaient en chute libre financière et mon appartement représentait leur seul espoir de salut. Mais il y avait autre chose dans le rapport de Carlos qui m'avait complètement brisé le cœur. Au cours des 6 derniers mois, Étienne avait régulièrement appelé des banques et des compagnies d'assurance pour se renseigner sur les prêts contre la propriété de sa mère âgée. Il s'était renseigné sur les procédures légales pour obtenir la procuration financière sur les personnes âgées. Mon propre fils planifiait ma dépossession systématique depuis des mois. L'information la plus douloureuse était venue à la fin du rapport. Selon un détective privé que Carlos avait engagé, Juliette avait dit à ses amis qu'elle s'était sacrifiée en se fiançant à un homme plus âgé et moins séduisant parce que sa mère avait des propriétés de valeur et pas d'héritier concurrent. Pour elle, épouser Étienne n'était pas de l'amour. C'était un investissement stratégique dans mon patrimoine. Cette révélation avait été le coup de grâce. Pendant des semaines, j'avais envisagé de leur révéler simplement ma véritable situation financière, pensant que le choc pourrait les faire reconsidérer leur comportement. Mais après avoir lu ce rapport, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'argent ou de désespoir. Il s'agissait d'une cupidité pure et calculée qui avait corrompu mon fils jusqu'à ce qu'il soit méconnaissable. Les jours précédant le mariage avaient été une torture. Chaque appel téléphonique d'Étienne était une nouvelle pression pour que je reconsidère ma position. Chaque visite de Juliette incluait des commentaires venimeux sur mon entêtement et mon égoïsme. Ils avaient commencé à me traiter comme si j'étais déjà une vieille femme sénile, dont les opinions n'avaient pas d'importance. La veille du mariage, Étienne avait fait sa dernière tentative. « Maman, demain est le jour le plus important de ma vie. S'il te plaît, ne le gâche pas en étant difficile. Juliette veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous tous. » Ces mots avaient été la confirmation finale que j'avais perdu mon fils pour toujours. L'homme qui allait se marier le lendemain n'était plus le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice. Et maintenant, assise dans ma voiture en attendant Carlos, je réalisais que tout avait mené à ce moment inévitable. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de cruauté. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de leur montrer les conséquences de leurs actions. Il s'agissait de leur apprendre que certaines lignes n'auraient jamais dû être franchies. Encore 15 minutes et tout changerait pour toujours. Mes mains tremblaient en composant le numéro de Joseph, mon voisin de l'appartement d'à côté, un homme de 70 ans
qui avait été un témoin silencieux de toutes les visites tendues des derniers mois. « Joseph, c'est Aurore. Je dois te demander une faveur très importante, » dis-je, la voix tremblante. « Peux-tu aller dans mon appartement et m'apporter le dossier marron du deuxième tiroir de mon bureau ? » « Oui, tout de suite. C'est urgent. » Joseph avait été comme un frère pour moi depuis le décès de Robert, et je savais que je pouvais lui faire confiance sans qu'il me pose de questions. Pendant que j'attendais, je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec Joseph une semaine plus tôt. Il avait été témoin depuis son balcon de l'arrivée de Juliette avec un expert immobilier sans m'en avertir. « Aurore, cette fille a amené un homme avec une mallette qui mesurait ton appartement de l'extérieur, » m'avait-il dit avec une inquiétude évidente dans la voix. Quand ils m'ont vu, ils sont partis rapidement. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Joseph avait été le premier à remarquer les changements subtils dans le comportement d'Étienne au cours des derniers mois. « Ton fils ne me salue plus comme avant, » avait-il observé. Avant, il restait discuter avec moi quand il venait te voir. Maintenant, il entre et sort en courant comme s'il avait honte de quelque chose. Ces mots avaient confirmé ce que mon cœur savait déjà. J'avais perdu mon fils bien avant la gifle de ce soir. Le dossier que j'avais demandé à Joseph contenait des documents que personne dans ma famille n'avait jamais vus. Des certificats bancaires, des titres de propriété, des registres d'investissement que Robert et moi avions gardés secrets pendant des décennies. Des documents qui prouvaient que la pauvre veuve vivant d'une modeste pension était en réalité une femme avec suffisamment de ressources pour changer des vies avec une seule décision. 10 minutes plus tard, Joseph est apparu sur le parking avec le dossier entre les mains. « Aurore, que se passe-t-il ? Tu as l'air très bouleversée, » m'a-t-il demandé en me tendant les documents. Je lui ai brièvement expliqué ce qui s'était passé dans la salle de bal, et j'ai vu son visage se durcir à chaque détail. « Cette femme est une vipère, » a-t-il marmonné. « Je l'ai toujours su. »« Joseph, dans quelques minutes, un homme nommé Carlos va arriver. Quand tu le verras, dis-lui que je l'attends ici. » ai-je demandé. « Et Joseph, après ce soir, beaucoup de choses vont changer. Je veux que tu saches que tu as toujours été comme de la famille pour moi. » Ses yeux se sont remplis de larmes alors qu'il hochait la tête. « Tu es de la famille pour moi aussi, Aurore. Fais ce que tu as à faire. » Alors que Joseph retournait à l'immeuble, j'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à examiner des documents que je n'avais pas regardés depuis des mois. Le premier était un relevé bancaire affichant un solde de 5 400 000 € sur un compte d'investissement. Le deuxième était le titre de propriété d'un immeuble de bureaux en centre-ville qui générait un loyer mensuel de 50 000 €. Le troisième était l'acte de propriété d'une maison de plage que j'avais achetée comme investissement il y a 10 ans. Robert avait été un génie des investissements, commençant avec une petite entreprise d'importation et la transformant en un empire silencieux. Ensemble, nous avions pris la décision de vivre modestement pour protéger notre vie privée et la sécurité de notre famille. « La richesse visible attire les problèmes, » disait Robert. « La richesse invisible te donne le pouvoir. » Je n'aurais jamais imaginé que je devrais utiliser ce pouvoir contre mon propre fils. Chaque document dans ce dossier représentait des années de travail acharné et de décisions intelligentes. La boutique de fleurs où je travaillais 3 jours par semaine, ce n'était pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'aimais rester active et connectée à la communauté. La vieille voiture que je conduisais, ce n'était pas à cause de limitations économiques, mais parce que j'avais appris que l'ostentation inutile n'apporte que des problèmes. Mon appartement, celui que Juliette convoitait tant, était en fait la propriété la moins précieuse de mon portefeuille. Je l'avais acheté non pas pour sa valeur économique, mais pour les souvenirs qu'il contenait. C'est là que Robert et moi avions passé nos dernières années ensemble, où nous avions planifié notre avenir, où il était décédé dans mes bras,
après une courageuse bataille contre le cancer. Mais il y avait autre chose dans ce dossier qui allait tout changer pour Étienne et Juliette. Depuis 3 ans, depuis que mon fils avait commencé à avoir des problèmes financiers, je payais secrètement beaucoup de ses dettes. Les paiements de cartes de crédit qu'il pensait provenir d'une prime de travail provenaient en réalité de mon compte. La réduction spéciale sur son loyer qu'il avait négociée avec son propriétaire était de l'argent que je transférais mensuellement. Sans qu'Étienne le sache, je subventionnais son style de vie irresponsable depuis des années. L'appartement luxueux dans lequel il vivait, la voiture qu'il conduisait, même certaines des dépenses pour le mariage qui se déroulait à ce moment même avaient été rendues possibles par mon soutien financier secret. Je pensais aider mon fils à traverser une période difficile, sans réaliser que je finançais sa transformation en une personne que je ne reconnaissais pas. Les relevés bancaires montraient des virements mensuels totalisant 4 500 € qui avaient maintenu à flot le navire en perdition de la vie financière d'Étienne. De l'argent qu'il pensait provenir de primes de travail ou de remboursements d'impôts, alors qu'en réalité, c'était sa mère qui essayait désespérément de le protéger des conséquences de ses décisions irresponsables. L'ironie était dévastatrice. Alors que Juliette m'humiliait pour être un fardeau économique pour leur futur mariage, j'étais littéralement la seule raison pour laquelle il pouvait se permettre ce mariage. Alors qu'il prévoyait de me dépouiller de mon appartement pour résoudre leurs problèmes financiers, je résolvais ces problèmes en secret depuis des années. J'ai fermé le dossier et j'ai regardé une fois de plus vers la salle de bal. Les lumières brillaient toujours. La musique jouait toujours. Les invités célébraient toujours. Mais dans moins de 5 minutes, Carlos arriverait avec les derniers documents dont j'avais besoin. Dans moins de 5 minutes, le processus de couper tous les fils financiers que j'avais utilisés pour protéger un fils qui avait choisi de me trahir commencerait. Ce n'est pas de la vengeance, me suis-je rappelé. C'est de la justice. Il s'agit de leur apprendre que les actions ont des conséquences, que la cupidité a un prix, que la famille n'est pas quelque chose que l'on peut vendre pour des convenances économiques. J'avais essayé de protéger Étienne de la réalité pendant trop longtemps, et cette protection l'avait corrompu jusqu'à ce qu'il soit méconnaissable. Les phares d'une voiture se sont approchés du parking, illuminant la nuit d'une lumière blanche qui m'a momentanément aveuglé. C'était Carlos, ponctuel comme toujours, arrivant avec les documents qui allaient tout changer pour toujours. Je suis sortie de ma voiture et j'ai marché vers lui, sentant comment chaque pas m'éloignait de l'aurore que j'avais été et me rapprochait de la femme que je devais devenir. « Madame Lefebvre », a dit Carlos en sortant de sa voiture, une mallette juridique sous le bras. « Êtes-vous absolument sûre de cela ? Une fois que nous serons entrés, il n'y aura aucun moyen d'annuler ce qui est sur le point de se produire. » J'ai regardé une dernière fois vers la salle de bal, où mon fils et sa nouvelle femme célébraient probablement encore leur victoire sur la vieille femme inutile qu'ils venaient d'humilier. Je n'ai jamais été plus sûre de quelque chose de ma vie, Carlos. Il est temps qu'il rencontre la vraie Aurore Lefebvre. Carlos a ouvert son dossier sous la lumière du parking et a commencé à me montrer les documents qu'il avait préparés avec son efficacité caractéristique. « Madame Lefebvre, voici l'ordre de suspension immédiate de tous les virements bancaires que vous effectuiez au nom d'Étienne Lefebvre, » a-t-il dit, montrant le premier papier. Également, voici l'avis d'annulation du contrat de bail que vous aviez garanti confidentiellement. Le propriétaire recevra ce document demain matin. J'ai pris les papiers avec des mains tremblantes mais déterminées. Chaque document représentait un fil que j'avais soigneusement tissé pendant des années pour protéger mon fils. Et maintenant, je coupais ces fils un par un. « Et le paiement pour la salle de bal ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. « Annulé », a confirmé Carlos. « Le dépôt que vous aviez garanti sera retiré ce soir. Ils auront jusqu'à demain pour trouver une autre forme de paiement. »
L'ampleur de ce que j'étais sur le point de faire m'a frappé comme une vague de froid. Pendant 3 ans, j'avais été le filet de sécurité invisible qui avait maintenu à flot la vie d'Étienne et de Juliette. L'appartement dans lequel ils vivaient, la voiture qu'ils conduisaient, même le mariage qui se déroulait à ce moment même, avaient tous été rendus possibles par mon soutien financier secret. Et maintenant, en une seule nuit, j'allais retirer tout ce soutien définitivement. Carlos, je veux que vous compreniez quelque chose, lui ai-je dit, en signant chaque document avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'est pas de la cruauté ou de la vengeance. C'est la seule façon pour eux d'apprendre la vraie valeur des choses. Pendant trop longtemps, je les ai protégés des conséquences de leurs actions. Et cette protection les a corrompus en des personnes que je ne reconnais pas. Je comprends parfaitement, Madame Lefebvre, a répondu Carlos avec un respect sincère dans la voix. En 30 ans de carrière comme conseiller financier, j'ai vu de nombreuses familles détruites par la cupidité et l'ingratitude. Ce que vous faites demande plus de courage que la plupart des gens n'en possèdent. Ces mots m'ont donné la force finale dont j'avais besoin pour faire le dernier pas. Nous avons marché ensemble vers l'entrée de la salle de bal et à chaque pas, je pouvais sentir mon cœur battre plus vite. Ce n'était pas de la nervosité que je ressentais. C'était un étrange mélange de tristesse pour ce que j'avais perdu et d'anticipation pour ce que j'étais sur le point de retrouver. Ma dignité, mon respect de moi-même, mon droit d'être traité comme un être humain au lieu d'une ressource à exploiter. La musique s'est arrêtée brusquement lorsque nous sommes entrés dans la salle de bal. 130 paires d'yeux se sont tournés vers nous et je pouvais voir la confusion sur les visages des invités. Certains ont reconnu Carlos immédiatement. Après tout, il gérait les affaires financières de plusieurs familles importantes de la ville depuis des décennies. Sa présence lors d'événements sociaux signifiait généralement que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Juliette a été la première à réagir. « Qu'est-ce que tu fais ici, Aurore ?» m'a-t-elle crié depuis le centre de la piste de danse où elle posait pour des photos avec Étienne. « Tu es déjà partie une fois. N'était-ce pas assez de drame pour une nuit ?» Sa voix portait cette arrogance que j'avais appris à connaître si bien, mais je pouvais déceler une note de nervosité qui n'était pas là auparavant. « Mesdames et messieurs, » a dit Carlos d'une voix claire et professionnelle. « Je m'excuse d'interrompre cette célébration. Mais j'ai des affaires juridiques urgentes à discuter avec Monsieur Étienne Lefebvre et Madame Juliette Dawson. » Le silence qui a suivi était si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Certains invités ont commencé à sortir leur téléphone portable, sentant qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Étienne s'est approché lentement, le visage pâle et les yeux pleins de confusion. « Qu'est-ce qui se passe ici, maman ?» m'a-t-il demandé d'une voix qui ne sonnait plus aussi assurée que lorsqu'il m'avait humilié quelques minutes plus tôt. Qui est cet homme? Et pourquoi parle-t-il d'affaires juridiques? Je pouvais voir ses mains trembler légèrement alors qu'il ajustait sa cravate, un geste nerveux qu'il avait depuis l'enfance. « Étienne !» ai-je dit d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Voici Carlos Dubois, mon conseiller financier et juridique. Il est venu vous remettre des documents que je pense que vous trouverez très éclairants. » Carlos a ouvert son dossier et a sorti le premier document. « Monsieur Étienne Lefebvre, vous êtes par la présente notifié que la garantie financière que votre mère avait fournie pour votre contrat de bail a été immédiatement annulée. Votre propriétaire sera informé demain matin et vous aurez 30 jours pour trouver un nouveau garant ou quitter les lieux. » Toute la couleur a quitté le visage d'Étienne. « Garantie financière » a-t-il murmuré, me regardant avec des yeux qui commençaient à se remplir de compréhension et d'horreur. « Maman, de quoi parle-t-il »
mais je pouvais voir à son expression qu'une partie de lui savait déjà. Pendant des années, il avait soupçonné que sa chance financière n'était pas complètement naturelle. Mais il avait choisi de ne pas poser de questions, car les réponses auraient pu être inconfortables. De plus, a poursuivi Carlos sans relâche, les virements mensuels de 4 500 € que votre mère effectuait sur vos comptes personnels ont été définitivement suspendus. Cela inclut les paiements pour les cartes de crédit, l'assurance automobile et diverses autres dépenses que vous croyiez être couvertes par d'autres sources. Juliette a poussé un cri étranglé qui a résonné dans toute la salle de bal. « C'est impossible !» s'est-elle exclamée en courant vers nous, sa robe de mariée traînant sur le sol. « Étienne n'a pas de mère riche. Regardez comment elle vit. Regardez ses vêtements, sa voiture. C'est une vieille femme qui vit d'une misérable pension. » Son hystérie était évidente, et plusieurs invités ont commencé à murmurer entre eux avec une fascination croissante. « Enfin, » a dit Carlos, prenant le dernier document de son dossier. Le paiement garanti pour cette célébration a également été annulé. La direction de la salle de bal aura le droit d'exiger le paiement intégral avant que les invités ne puissent tous partir ce soir. Ces mots sont tombés sur la salle de bal comme une bombe, et je pouvais voir certains invités commencer nerveusement à se diriger vers les sorties. La prise de conscience a frappé Étienne comme un marteau. « Toi » a-t-il marmonné, me regardant avec des yeux qui ne pouvaient pas entièrement traiter ce qu'ils entendaient. « C'était toi depuis tout ce temps. Tu as payé pour tout. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Et pendant un instant, j'ai vu le petit garçon qu'il avait été, vulnérable et confus. « Pendant 3 ans, Étienne, » ai-je confirmé d'une voix qui sonnait étrangement calme après la tempête émotionnelle que j'avais vécue. 3 ans pendant lesquels je pensais t'aider à traverser une période difficile. 3 ans pendant lesquels je croyais que tu finirais par te rétablir et devenir l'homme que j'ai élevé. 3 ans pendant lesquels j'ai espéré que tu te souviendrais des valeurs que je t'ai enseignées. Juliette a commencé à tourner en rond, se tenant la tête avec un désespoir croissant. « Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas être réel !» a-t-elle crié alors que les invités la regardaient avec un mélange d'horreur et de fascination morbide. « Tu es une pauvre vieille femme. Tu travailles chez un fleuriste. Tu conduis une voiture de 10 ans. Tu ne peux pas avoir d'argent. » « Les apparences sont trompeuses, Juliette, » ai-je dit enfin, sentant des décennies de performances soignées prendre fin. Pendant des années, j'ai choisi de vivre simplement parce que mon mari et moi pensions que la richesse visible attire les problèmes. Il s'est avéré que nous avions raison. C'est juste que les problèmes sont venus d'où nous les attendions le moins. La musique s'était complètement arrêtée, et le seul son dans la salle de bal était la respiration agitée des jeunes mariés et les murmures croissants des invités, qui commençaient à comprendre qu'ils assistaient à quelque chose de complètement inattendu. Certains enregistraient déjà avec leur téléphone, sachant instinctivement que cette histoire deviendrait une légende urbaine. « Maman, » a dit Étienne, la voix brisée. « S'il te plaît, il doit y avoir un moyen de régler ça. Le mariage, les invités, tout. » Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il commençait enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Pas seulement de l'argent ou un soutien financier. Il avait perdu sa mère, la femme qu'il avait aimée inconditionnellement pendant 35 ans. La seule façon de régler ça, Étienne, ai-je répondu, c'était de ne pas le briser en premier lieu. Le silence dans la salle de bal est devenu assourdissant. 130 invités retenaient leur souffle en traitant ce qu'ils venaient d'entendre. Juliette se tenait immobile pour la première fois de la soirée, ses yeux passant de Carlos au document et à mon visage, comme si elle cherchait une faille dans la réalité qui s'effondrait autour d'elle.
Étienne me fixait simplement avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de choc, de compréhension tardive et d'horreur absolue. « Madame Lefebvre », dit Carlos d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende. « Souhaitez-vous que je procède à la lecture complète des détails financiers ?» Sa question flottait dans l'air comme une épée au-dessus de la tête des jeunes mariés. Je pouvais voir plusieurs invités se rapprocher, fascinés par le drame qui se déroulait sous leurs yeux. « S'il vous plaît, Carlos », ai-je répondu avec une sérénité que je ne me connaissais pas. Je pense que tout le monde mérite de connaître toute la vérité. Juliette a tenté d'interrompre avec un cri désespéré, mais Carlos a levé la main et a continué avec la précision d'un chirurgien effectuant une opération délicate. Au cours des 36 derniers mois, commença Carlos en consultant ses documents, Madame Aurore Lefebvre a viré un total de 162 000 € pour couvrir les frais de subsistance de son fils, Étienne Lefebvre, et de sa fiancée. Cela comprend 48 000 € pour les loyers, 44 000 € pour les paiements de cartes de crédit, 18 000 € pour l'assurance des véhicules et 22 000 € pour des dépenses diverses. Un murmure collectif parcourut la salle de bal. Certains invités échangeaient des regards d'étonnement. D'autres sortaient des calculatrices sur leur téléphone pour vérifier les chiffres. La mère de Juliette, qui était restée assise à la table d'honneur pendant toute la confrontation, se leva lentement, le visage complètement pâle. « De plus, » poursuivit Carlos sans relâche, « Madame Lefebvre a personnellement garanti le coût total de cette célébration, y compris la salle de bal, la nourriture, la musique, les fleurs et la photographie, pour un montant de 53 000 €. Argent qui, comme je l'ai mentionné précédemment, n'est plus disponible pour couvrir ses dépenses. » Juliette a finalement retrouvé sa voix, mais ce qui en est sorti ressemblait plus à un gémissement qu'à des mots cohérents. « C'est impossible, c'est un mensonge. Personne ne peut avoir autant d'argent et vivre comme un mendiant. » Elle se tourna vers les invités comme pour chercher du soutien, mais ne trouva que des visages fascinés, et certains qui étaient clairement amusés par son désespoir. « Ma chère Juliette, » dis-je avec un calme qui contrastait dramatiquement avec son hystérie, « tu viens d'apprendre une leçon très précieuse sur le fait de juger les gens sur les apparences. Pendant des années, j'ai choisi de vivre simplement parce que mon mari, Robert, et moi valorisions la vie privée au-dessus de l'ostentation. Cela s'est avéré être une décision très sage. » Étienne a finalement réagi, s'approchant de moi d'un pas hésitant. « Maman, s'il te plaît, il doit y avoir une explication. Il doit y avoir un moyen de résoudre ça. Tu ne peux pas détruire ma vie comme ça. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de douleur maternelle qui a failli me faire fléchir. « Détruire ta vie ?» ai-je répété, sentant la colère recommencer à bouillir en moi. « Je détruis ta vie ? N'est-ce pas ta femme qui m'a giflé devant 130 personnes ? N'est-ce pas toi qui es resté là sans dire un mot pendant que j'étais humiliée ? N'est-ce pas vous qui aviez prévu de me dépouiller de ma maison ? » La vérité de mes paroles résonna dans la salle de bal comme des cloches d'église. Plusieurs invités hochèrent la tête, se souvenant clairement de la scène qui avait déclenché tout ce drame. Certains avaient même des vidéos sur leur téléphone de la gifle que Juliette m'avait donnée. Preuve numérique de la cruauté qui avait déclenché cette révélation. « Mais c'était différent, » marmonna Étienne, bien que sa voix manque de conviction. « Nous ne savions pas. Nous ne comprenions pas. Nous pensions que tu avais vraiment besoin d'aide. » Ces excuses sonnaient pathétiques, même pour lui, et je pouvais voir certains invités échanger des regards de mépris. « Vous ne saviez pas ?» ai-je demandé, ma voix s'élevant pour la première fois de la soirée. « Vous ne saviez pas que vous planifiiez une embuscade familiale pour me forcer à vendre ma maison ? Vous ne saviez pas
que vous aviez fait venir un expert immobilier à mon insu? Vous ne saviez pas que vous aviez enquêté sur les moyens légaux de me faire déclarer incompétente si je ne coopérais pas? À chaque question, la posture d'Étienne se tassait. Carlos profita du moment pour sortir un autre document de son dossier. Monsieur Lefebvre, je dois également vous informer que votre mère a décidé de modifier son testament. Tous les actifs qui vous étaient précédemment destinés en héritage ont été redirigés vers des œuvres de bienfaisance, dédiées à la protection des personnes âgées contre les abus familiaux. L'impact de cette déclaration fut comme une explosion silencieuse. Juliette recula, comme si elle avait été physiquement frappée. « Tu ne peux pas faire ça !» hurla-t-elle, son masque de sang-froid tombant enfin complètement. « Nous sommes ta famille. Étienne est ton fils unique. Tu ne peux pas le déshériter pour une stupide dispute. »« Une stupide dispute !» ai-je répété, laissant les mots flotter dans l'air chargés de tension. « C'est ainsi que tu décris une conspiration familiale pour dépouiller une vieille femme de sa maison? C'est ainsi que tu justifies de gifler la mère de ton mari le jour de son propre mariage? » Ma voix était devenue glaciale et je pouvais voir certains invités tressaillir. Le père de Juliette, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation, s'approcha enfin avec une expression de panique mal déguisée. « Madame Lefebvre, je pense que nous sommes tous un peu bouleversés par les émotions de la journée. Peut-être pourrions-nous en discuter en privé quand les choses se seront un peu calmées. » Son ton était celui d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait misé sur le mauvais cheval. « Il n'y a rien à discuter en privé, » ai-je répondu fermement. Tout ce que j'avais à dire a été dit ici, devant les mêmes personnes qui ont été témoins de mon humiliation. Vous avez choisi de rendre cela public, alors ma réponse sera publique. Les têtes des invités se déplaçaient entre nous comme s'ils regardaient un match de tennis, absorbés par chaque échange. Carlos referma son dossier d'un coup sec qui résonna dans toute la salle de bal. « Madame Lefebvre, tous les documents ont été remis et expliqués. Les effets juridiques commenceront immédiatement. » Il se tourna vers Étienne et Juliette avec une expression professionnelle, mais non sans une certaine satisfaction. « Je vous suggère de contacter vos propres conseillers juridiques et financiers dès que possible. » Juliette s'est finalement effondrée. Elle s'est littéralement laissée tomber sur une chaise voisine et a commencé à pleurer avec des sanglots incontrôlés qui résonnaient dans la salle de bal. « Tout est ruiné, » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Tout ce que nous avions prévu, tout ce pour quoi nous avions travaillé, tout est détruit. » Sa robe de mariée, autrefois immaculée, était maintenant froissée et tachée de larmes. « Non, » dis-je en m'approchant d'elle pour la première fois depuis la gifle. « Ce qui est détruit, ce sont les mensonges, la cupidité et le manque de respect. Ce qui est détruit, c'est l'illusion que l'on peut traiter les gens comme des objets et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. » Je me suis arrêtée devant elle, la forçant à lever les yeux. Voilà ce qui arrive quand on confond la gentillesse avec la faiblesse. Étienne s'est approché de sa femme et a posé une main tremblante sur son épaule. « Juliette, nous devons trouver un moyen de régler ça. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire. » Mais même en parlant, je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait qu'il était trop tard. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. « Il y a un moyen de régler ça, Étienne, » dis-je, le regardant droit dans les yeux pour la première fois depuis des mois sans ressentir de douleur. « Vous pouvez apprendre de cela. Vous pouvez grandir de cela. Vous pouvez devenir les personnes que j'espérais que vous seriez avant que la cupidité ne vous corrompe. » Ma voix s'est légèrement adoucie, car malgré tout, il était toujours mon fils. Mais cette croissance devra se faire sans mon aide financière, sans mon appartement et sans mon héritage. Vous devrez le faire à la dure,
comme tout le monde. La salle de bal resta dans un silence absolu, chaque personne présente, sachant qu'elle assistait à la fin définitive d'une relation familiale. Carlos et moi nous sommes dirigés vers la sortie, laissant derrière nous une salle de bal pleine d'invités choqués et un couple de jeunes mariés dont le monde parfait s'était effondré en moins de 30 minutes. Alors que Carlos et moi marchions vers la sortie, le silence derrière nous fut interrompu par une voix que je ne m'attendais pas à entendre. « Attends, Aurore !» C'était Lucie, la cousine plus jeune d'Étienne, qui était assise à une table au fond pendant toute la confrontation. Elle a couru vers nous, les larmes aux yeux et une expression d'horreur absolue sur le visage. « Tante Aurore !» dit Lucie d'une voix tremblante. « Je ne savais rien de tout ça. Je jure qu'Étienne ne m'a jamais dit ce qu'il prévoyait avec toi. Lucie avait toujours été ma nièce préférée, une jeune femme de 29 ans qui travaillait comme enseignante et avait maintenu une relation étroite avec moi-même après qu'Étienne se soit éloigné. Si j'avais su ce qu'ils allaient te faire, j'aurais essayé de les arrêter. Je me suis arrêtée et je l'ai regardée, voyant dans ses yeux la même honnêteté que je connaissais depuis qu'elle était petite fille. « Je sais, Lucie, » dis-je doucement, posant une main sur sa joue. « Tu as toujours été différente. Tu n'as jamais vu les gens comme des opportunités ou des ressources à exploiter. » Ses larmes coulèrent plus fort alors qu'elle hochait la tête, clairement dévastée par les actions de son cousin. « Mais pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de l'argent ?» demanda Lucie avec une confusion sincère. « Pourquoi as-tu gardé tout ça secret pendant tant d'années ?» C'était une question qui méritait une réponse honnête, surtout venant de quelqu'un qui m'avait toujours traité avec respect et amour sincère. « Parce que ton oncle Robert et moi avons appris il y a longtemps que l'argent change les gens, » ai-je expliqué, alors que certains invités se rapprochaient discrètement pour écouter. Nous avons vu des familles détruites par des héritages, des amitiés terminées par des prêts et des enfants qui voient leurs parents comme des pensions ambulantes. Nous avons décidé de vivre simplement pour protéger les relations qui comptaient vraiment. Lucie hocha lentement la tête, commençant à comprendre la sagesse derrière mes décisions. Mais Étienne, il était différent avant. Quand nous étions enfants, il aurait défendu quiconque t'aurait fait du mal. Que lui est-il arrivé ? Sa question contenait toute la douleur d'une cousine qui avait vu son parent se transformer en quelqu'un d'inconnaissable. Ce qui lui est arrivé, c'est Juliette, ai-je répondu avec tristesse, mais sans amertume. Ce qui lui est arrivé, c'est la cupidité déguisée en amour, l'ambition sans valeur, et moi, dans mon effort pour le protéger, le privant de la chance d'apprendre des leçons importantes sur la responsabilité et les conséquences. Ma réponse résonna dans la salle de bal, où les invités étaient toujours absorbés par chaque mot. Carlos était resté respectueusement à l'écart pendant cet échange, mais il s'approcha alors et me murmura quelque chose à l'oreille. « Madame Lefebvre, le directeur de la salle de bal s'approche. Il semble qu'il ait déjà appris l'annulation du paiement garanti. » En effet, je pouvais voir un homme corpulent en costume marcher vers nous avec plusieurs papiers à la main et une expression très sérieuse. « Madame Lefebvre, » dit le directeur d'une voix tendue, « je viens de recevoir un avis d'annulation de paiement qui est très irrégulier. Le contrat pour cette célébration est garanti jusqu'à demain matin. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici ?» Sa présence ajouta une nouvelle couche de réalité immédiate à la crise que je venais de déclencher. « Monsieur Fournier » ai-je répondu, me souvenant de son nom des conversations que nous avions eues lorsque j'avais secrètement arrangé le paiement du mariage. La garantie financière que j'ai fournie pour cette célébration a été révoquée en raison de circonstances extraordinaires qui ont été révélées ce soir. J'ai fait un geste vers Étienne et Juliette, qui restaient au centre de la salle de bal comme des statues de désespoir. « Je comprends, » dit Fournier, regardant la scène avec l'expérience de quelqu'un qui avait géré des événements sociaux pendant des décennies.
Et qui sera responsable du paiement maintenant? Le montant total restant est de 53 000 €, y compris la salle de bal, la nourriture, la musique, les fleurs et les services de photographie. Sa voix était professionnelle mais ferme, indiquant clairement que quelqu'un devrait résoudre ce problème immédiatement. Étienne a finalement réagi, s'approchant de nous d'un pas hésitant. « Monsieur Fournier, il doit y avoir un malentendu. Ma mère, elle ne peut pas simplement annuler le paiement comme ça. Nous sommes une famille. Cela peut être résolu. » Sa voix portait un désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant. Le désespoir d'un homme qui comprenait enfin l'ampleur de sa situation. « Jeune homme, » dit Fournier avec la patience forcée d'un professionnel. La garantie financière a été fournie par Madame Lefebvre personnellement et en privé. Elle a le droit légal de retirer cette garantie à tout moment. J'ai maintenant besoin que quelqu'un fournisse une autre forme de paiement immédiatement, ou je serai obligé de suspendre l'événement. Juliette s'approcha en titubant, sa robe de mariée maintenant complètement débraillée et son maquillage maculé de larmes. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-elle à Fournier. « C'est notre jour de mariage. Vous ne pouvez pas gâcher notre jour de mariage pour des problèmes d'argent. » Son hystérie était évidente, et plusieurs invités commencèrent à murmurer entre eux avec un malaise croissant. « Madame, » répondit Fournier avec une fermeté croissante, « je ne gâche rien. Je suis simplement les termes contractuels que vous avez signés. Si vous ne pouvez pas fournir un paiement alternatif immédiatement, je devrais demander à tous les invités de partir et suspendre tous les services. » Son ultimatum tomba sur la salle de bal comme une sentence finale. La réalité de la situation commença à pénétrer dans l'esprit des invités. Certains avaient déjà commencé à prendre leurs sacs et à se diriger discrètement vers les sorties. D'autres restaient fascinés par le drame qui continuait de se dérouler, comme des spectateurs d'un accident de la route dont ils ne pouvaient détourner le regard. « Maman », dit Étienne en s'approchant de moi, les larmes aux yeux, pour la première fois depuis qu'il était enfant. « S'il te plaît, je sais que ce que nous avons fait était mal. Je sais que nous t'avons blessé, mais il y a 130 personnes ici. Il y a des photos, il y a des souvenirs. Tu ne peux pas détruire tout ça pour une dispute. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et pendant un instant, j'ai vu le petit garçon qu'il avait été. « Étienne !» ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise. « Je ne détruis rien. Vous avez détruit cela quand vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour. Quand vous avez choisi la manipulation plutôt que l'honnêteté. Quand vous avez choisi de m'humilier publiquement au lieu de me traiter avec le respect que je mérite en tant que ta mère. Chaque mot était comme un poignard. Mais c'étaient des mots qui devaient être dits. « Mais qu'allons-nous faire ?» demanda Juliette d'une voix désespérée, regardant les invités qui continuaient de quitter la salle de bal. « Comment allons-nous expliquer cela? Comment allons-nous payer pour tout ça ?» Sa panique était évidente et je pouvais voir qu'elle commençait enfin à comprendre les implications réelles de ses actions. « Vous allez faire ce que font toutes les personnes responsables, » ai-je répondu. « Vous allez trouver des moyens de gagner de l'argent honnêtement. Vous allez apprendre à vivre selon vos moyens. Vous allez découvrir ce que signifie travailler dur pour les choses que vous voulez, au lieu d'attendre que les autres vous les fournissent. » Ma voix était devenue plus forte, et je pouvais sentir des décennies de sagesse accumulée se déverser à travers mes mots. Carlos s'approcha discrètement et murmura : « Madame Lefebvre, le processus légal est terminé. Tous les documents ont été remis et expliqués. Il n'y a plus rien que nous puissions faire ici. » Son message était clair. Il était temps de partir, de laisser Étienne et Juliette faire face aux conséquences de leur décision sans ma présence comme distraction. Lucie s'approcha une fois de plus
et me serra fort dans ses bras. « Tante Aurore, je veux que tu saches que tu auras toujours mon respect et mon amour, quoi qu'il arrive avec Étienne. » Ces mots furent comme un baume pour mon cœur blessé, me rappelant que toute la famille n'avait pas été corrompue par la cupidité. « Et tu auras toujours le mien, Lucie, » ai-je répondu en lui rendant son étreinte. « Souviens-toi de cette nuit quand tu prendras des décisions importantes dans ta vie. Souviens-toi que le caractère se définit non pas par ce que nous avons, mais par la façon dont nous traitons les personnes que nous aimons. » Ses larmes ont trempé mon épaule alors qu'elle hochait la tête, comprenant parfaitement la leçon qui se déroulait sous ses yeux. Fournier s'approcha de nouveau, cette fois avec une plus grande urgence. « Mesdames et messieurs, j'ai besoin d'une résolution immédiate. J'ai d'autres engagements ce soir, et je ne peux pas garder le personnel ici, indéfiniment, sans garantie de paiement. » Sa patience professionnelle s'épuisait enfin, ajoutant une pression supplémentaire à une situation déjà désespérée. « Vous avez mon numéro de téléphone, » dis-je à Étienne et Juliette pour la dernière fois. « Quand vous serez prêts à avoir une vraie conversation sur le respect, les valeurs et la responsabilité, quand vous aurez appris ce que signifie gagner les choses par vous-même, quand vous pourrez me regarder dans les yeux et m'offrir des excuses sincères pour ce que vous m'avez fait ce soir, alors nous pourrons parler. Mais pour cela, ai-je ajouté en les regardant directement, vous devrez d'abord trouver un moyen de résoudre le gâchis que vous avez créé ici, tout seul. » Sur ces mots, je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie avec Carlos, laissant derrière moi une salle de bal pleine de chaos, de désespoir et de la dure réalité des conséquences méritées. 3 jours après le mariage, mon appartement était devenu un refuge de paix que je n'avais pas connu depuis des années. Joseph était venu chaque matin avec du café et des viennoiseries de la boulangerie locale, s'assurant que j'allais bien après ce qu'il appelait « la nuit où Aurore a retrouvé sa dignité ». Ces visites avaient été un baume pour mon âme, me rappelant que j'avais encore une famille choisie qui me valorisait pour ce que j'étais vraiment. Le téléphone avait sonné sans cesse pendant ces 3 jours. Étienne avait appelé 37 fois, laissant des messages qui passèrent de la colère initiale à des supplications désespérées. Juliette avait envoyé 14 messages textes, chacun plus hystérique que le précédent. Ses parents s'étaient présentés à ma porte 2 fois, exigeant que je répare le gâchis que j'avais causé. Mais j'avais tenu bon avec un calme qui me surprenait moi-même. Carlos est arrivé ce matin-là, avec des nouvelles qui, bien qu'attendues, étaient dévastatrices dans toute leur ampleur. « Madame Lefebvre, » m'avait-il dit alors que nous prenions le thé sur mon balcon, « j'ai reçu des rapports de tous les fronts. Étienne et Juliette ont été expulsés de leur appartement hier matin. La salle de bal a engagé des poursuites judiciaires pour recouvrer les 53 000 € dus. Leurs cartes de crédit ont été annulées pour non-paiement. »« Et où vivent-ils maintenant ?» avais-je demandé, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. « Chez les parents de Juliette », a répondu Carlos. « Apparemment, c'est un appartement de 2 chambres où vivent déjà 3 personnes. La situation est tendue, selon mes sources. » Son expression suggérait que « tendu » était une description très conservatrice de la réalité. Cet après-midi-là, alors que j'arrosais mes plantes sur le balcon, j'ai vu une voiture familière se garer devant l'immeuble. C'était Lucie, mais cette fois, elle n'était pas seule. Avec elle se trouvait Amélie, ma vieille amie du secteur immobilier. Et à ma grande surprise, Joseph est sorti de la banquette arrière. « Aurore !» a crié Lucie depuis le trottoir. « Nous devons te parler. Il y a des choses que tu dois savoir. » Quand ils sont arrivés dans mon appartement, leur visage portait un mélange d'urgence et d'inquiétude, qui m'a immédiatement mise en alerte. « Tante Aurore » commença Lucie. « J'ai enquêté sur certaines choses depuis la nuit du mariage. Des choses que je pense que tu dois savoir
avant qu'il ne soit trop tard. Elle s'assit sur mon canapé, avec un dossier dans les mains, qui semblait aussi officiel que celui que Carlos avait porté à la salle de bal. Trop tard pourquoi ? Ai-je demandé en lui servant du thé tout en essayant de rester calme. Amélie s'est éclairci la gorge et a parlé pour la première fois. Aurore, depuis 3 jours, je fais des recherches sur la situation financière d'Étienne et de Juliette. Ce que j'ai trouvé dépasse ce que nous imaginions tous. Ils planifiaient cela depuis plus d'1 an, a poursuivi Amélie en ouvrant le dossier pour révéler des documents qui m'ont donné la nausée. J'ai trouvé des preuves que Juliette consultait des avocats spécialisés dans les cas de compétences mentales pour les personnes âgées. Ils avaient un plan détaillé pour te faire déclarer légalement incompétente et prendre le contrôle de toutes tes propriétés. Joseph, qui était resté silencieux jusqu'alors, se pencha en avant avec une expression grave. Aurore, il y a plus. Cette nuit-là, après que tu aies quitté la salle de bal, j'ai entendu Juliette parler au téléphone avec quelqu'un. Elle disait que la vieille avait tout gâché, mais qu'ils avaient encore un plan B. Ces mots m'ont fait frissonner. Un plan B ? Ai-je répété, sentant mon estomac se nouer d'un mélange de peur et de colère. Lucie a pris ma main et l'a serrée doucement. Tante Aurore, ils ont dit à tout le monde que tu es devenue sénile, que la scène au mariage était la preuve que tu as perdu le contact avec la réalité. Ils construisent un dossier pour qu'un juge déclare que tu ne peux pas gérer tes propres affaires. L'ampleur de leur trahison s'est étendue devant moi, comme une blessure infectée. Il ne suffisait pas de m'avoir publiquement humiliée, d'avoir prévu de me dépouiller de ma maison, d'avoir conspiré contre moi pendant des mois. Maintenant, ils essayaient d'utiliser ma réponse justifiée à leur cruauté comme preuve d'incompétence mentale. C'était une méchanceté qui dépassait tout ce que j'avais imaginé possible. « Mais ce n'est pas tout !» a ajouté Amélie, la voix tremblante. « J'ai découvert que Juliette a répandu des rumeurs dans le quartier sur ton comportement erratique. Elle a rendu visite à plusieurs de tes voisins, suggérant qu'ils devraient signaler tout ce qu'ils observent de préoccupant à ton sujet. La nature systématique de sa campagne de diffamation m'a laissé sans voix. Carlos, qui était revenu pour notre réunion prévue, est entré dans l'appartement à ce moment-là et a trouvé l'atmosphère lourde de tension. Madame Lefebvre, je vois que vous avez déjà appris certaines des manœuvres récentes. Son expression était plus sérieuse que je ne l'avais jamais vue. J'ai des nouvelles supplémentaires qui confirment ce que vos amis ont découvert. Étienne a déposé une requête préliminaire hier, a déclaré Carlos, sortant des documents de son propre dossier. Il demande qu'un tribunal évalue votre compétence mentale sur la base de ce qu'il appelle un comportement irrationnel et des décisions financières erratiques. Il a fourni des déclarations sous serment de plusieurs témoins présents au mariage. Des déclarations sous serment ? Ai-je demandé, sentant la colère commencer à remplacer le choc. Quel genre de déclaration ? Carlos a consulté ses papiers avant de répondre. Des déclarations décrivant votre explosion émotionnelle injustifiée contre un jeune couple innocent. Des déclarations qualifiant vos décisions financières de vengeresses et destructrices. Des déclarations suggérant que vous avez perdu la capacité de prendre des décisions rationnelles. Lucie a serré ma main plus fort. Tante Aurore, ils ont convaincu plusieurs invités du mariage de signer des déclarations ? La plupart d'entre eux ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils ont juste vu une vieille femme attaquer des jeunes mariés. Sa voix contenait toute la frustration de quelqu'un qui avait vu la vérité mais se sentait impuissant à la faire prévaloir. Mais nous avons aussi de bonnes nouvelles, est intervenu Joseph avec un sourire qui contrastait dramatiquement avec la gravité de la situation. Il s'avère qu'il y a plus de gens de ton côté qu'ils ne l'imaginent. Il a sorti son propre téléphone portable et m'a montré un écran qui m'a laissée stupéfaite. « Joseph, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en regardant ce qui semblait être une vidéo sur les réseaux sociaux avec des milliers de vues. « Aurore, tu te souviens que plusieurs invités enregistraient cette nuit-là ?
Eh bien, certaines de ces vidéos sont devenues virales. Les gens ne voient pas une vieille femme sénile attaquer un couple innocent. Ils voient une femme digne révélant la vérité sur des années d'abus et de manipulation. Amélie s'est penchée pour regarder le téléphone aussi. Aurore, les commentaires sur ces vidéos sont massivement en ta faveur. Les gens louent ton courage, ta dignité sous la pression, ta décision de fixer des limites. Certains partagent leurs propres histoires d'abus familiaux. Tu es devenu un symbole de résistance contre l'exploitation des personnes âgées. Carlos a hoché la tête en signe d'approbation. Cette réponse publique sera inestimable si l'affaire va au tribunal. Il est difficile de soutenir que quelqu'un est mentalement incompétent lorsque des milliers de personnes applaudissent la logique et la justice de ses actions. Son sourire professionnel était de retour, suggérant que la bataille juridique ne serait peut-être pas aussi unilatérale que je l'avais craint au départ. Mais il y a autre chose que vous devez savoir, dis-je, prenant une décision que j'envisageais depuis 3 jours. Si Étienne et Juliette veulent jouer à ce jeu, s'ils veulent transformer cela en une bataille juridique publique, alors ils vont découvrir exactement à qui ils ont affaire. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à mon bureau où j'avais préparé mon propre dossier de documents. Depuis 3 jours, je suis en contact avec plusieurs avocats spécialisés dans les abus envers les personnes âgées. J'ai tout documenté. Les visites intimidantes, les menaces implicites, la conspiration pour me dépouiller de ma propriété, même la gifle que Juliette m'a donnée. J'ai sorti des photographies de ma joue enflée prises immédiatement après le mariage. Une preuve médicale de l'agression physique. S'ils veulent la guerre, ai-je poursuivi avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des décennies, ils auront la guerre. Mais ce sera une guerre menée selon mes termes, avec mes ressources et avec la vérité de mon côté. De plus, ai-je ajouté avec un sourire qui m'a surprise moi-même, j'ai décidé de faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je vais raconter toute mon histoire publiquement. Je vais montrer au monde exactement ce qui se passe quand la cupidité se déguise en amour familial. La pièce s'est remplie d'une nouvelle énergie. L'énergie de personnes qui savaient que la justice était de leur côté et qu'elles avaient les ressources pour la faire prévaloir. 6 mois après cette nuit qui a divisé ma vie en un avant et un après, je me suis retrouvée assise dans le studio de télévision le plus important de la ville, attendant le début de l'interview qui allait raconter toute mon histoire au pays entier. L'émission, Histoire d'une vie, avait contacté Carlos après que les vidéos du mariage eurent accumulé plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Mon histoire était devenue un symbole national de résistance contre les abus familiaux envers les personnes âgées. La journaliste, Catherine Dubois, une femme respectée pour son intégrité professionnelle, révisait ses notes pendant que les techniciens faisaient les derniers réglages d'éclairage. « Madame Lefebvre », m'a-t-elle dit avec un sourire chaleureux, « je veux que vous sachiez que vous avez inspiré des milliers de personnes par votre courage. Nous avons reçu des centaines de lettres de téléspectateurs qui ont vécu des situations similaires. Pendant ces 6 mois, beaucoup de choses avaient changé. L'affaire juridique qu'Étienne et Juliette avaient tenté de monter contre moi s'était effondrée de manière spectaculaire lorsque Carlos avait présenté les preuves de leur conspiration pour me faire déclarer incompétente. Non seulement ils ont perdu le procès, mais ils ont été condamnés à une amende pour procédure abusive et à payer mes frais d'avocat, qui s'élevaient à 45 000 €. La faillite qui a suivi a été rapide et dévastatrice. Étienne avait perdu son emploi lorsque son employeur avait appris le scandale public. Juliette avait essayé de lancer une entreprise de conseil en images, mais les vidéos virales avaient ruiné sa réputation professionnelle. Il vivait maintenant dans un appartement d'une chambre en banlieue, occupant des emplois à temps partiel et luttant pour payer leurs dettes accumulées. « Nous sommes à l'antenne dans 5 minutes », a annoncé le réalisateur de l'émission.
J'ai regardé les caméras qui allaient bientôt diffuser mon histoire dans des millions de foyers, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. À mes côtés se trouvait Carlos, qui avait accepté d'apparaître avec moi pour expliquer les aspects juridiques de l'affaire. Dans le public se trouvaient Joseph, Lucie et Amélie, mes piliers de soutien pendant ces mois difficiles. La chose la plus douloureuse de ces 6 mois avait été le silence complet d'Étienne. Après avoir perdu le procès, il n'avait fait aucune tentative pour me contacter. Il n'y avait pas eu d'appel demandant pardon, pas de lettre expliquant son comportement, pas de reconnaissance que ses actions avaient été mauvaises. C'était comme s'il avait décidé qu'il était plus facile de me haïr que d'affronter la réalité de ce qu'il avait fait. Juliette, en revanche, avait tenté de me contacter plusieurs fois. Ses messages étaient passés de menaces juridiques à des appels désespérés à l'aide financière. Le dernier message, reçu il y a seulement 2 semaines, disait « Aurore, je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes de la famille. Étienne est malade de stress et je suis enceinte. S'il te plaît, tu ne peux pas laisser ton petit enfant grandir dans la pauvreté. » La nouvelle de la grossesse avait été comme un poignard dans mon cœur. J'allais être grand-mère, mais mon petit enfant grandirait dans un foyer rempli de ressentiment envers moi. Cependant, j'avais appris la leçon la plus difficile de ma vie. Je ne pouvais pas sauver des gens qui ne voulaient pas être sauvés. Essayer de le faire ne faisait que perpétuer leur comportement destructeur. « Madame Lefebvre, nous commençons dans 30 secondes. » m'a informée Catherine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pensé à toutes les personnes qui m'avaient écrit après avoir vu les vidéos, me racontant leurs propres histoires d'abus familiaux. Des personnes âgées dont les enfants avaient pris le contrôle de leurs finances. Des parents soumis au chantage affectif par des enfants adultes irresponsables. Des grands-parents menacés de ne pas voir leurs petits-enfants s'ils ne fournissaient pas de soutien financier. Nous sommes en direct dans 3, 2, 1. La lumière rouge de la caméra s'est allumée et Catherine a commencé avec une introduction qu'elle avait parfaitement répétée. Bonsoir et bienvenue à Histoire d'une vie. Je suis Catherine Dubois et ce soir, nous avons avec nous Aurore Lefebvre, une femme de 68 ans dont l'histoire a choqué la nation et a placé la question des abus familiaux envers les personnes âgées au centre d'un débat national. Madame Lefebvre, a poursuivi Catherine en se tournant vers moi. 6 mois après les événements au mariage de votre fils, que ressentez-vous de savoir que votre histoire a inspiré tant de gens? Sa question était directe, mais compatissante, me permettant de commencer selon mes propres termes. Je me sens reconnaissante, ai-je répondu, sentant ma voix se stabiliser en parlant. Reconnaissante que quelque chose d'aussi douloureux que la perte de ma relation avec mon fils ait servi à aider d'autres personnes dans des situations similaires. Pendant des mois, je me suis sentie seule et confuse, me demandant si c'était moi qui avais tort. Maintenant, je sais que ce que j'ai vécu est plus courant que nous ne voudrions l'admettre. Catherine a hoché la tête et a consulté ses notes. Racontez-nous les années qui ont précédé cette nuit, quand vous avez commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas dans votre relation avec votre fils et sa fiancée. C'était la question que j'attendais. L'occasion d'expliquer comment l'abus émotionnel et financier se développe progressivement, presque imperceptiblement. Cela a commencé par de petites choses, ai-je expliqué, me souvenant de ces premiers signes que j'avais ignorés par amour. Des commentaires sur mon âge, des suggestions que je ne pouvais plus prendre soin de moi-même, des pressions subtiles pour que je prenne des décisions qui les bénéficiaient, en réalité. L'abus familial commence rarement par des coups ou des cris. Il commence par l'érosion lente de votre confiance en vous, en vous faisant douter de votre propre réalité. Carlos s'est penché en avant pour ajouter un contexte juridique. Ce que Aurore décrit est un schéma classique que nous voyons dans les cas d'abus envers les personnes âgées. Les auteurs,
surtout lorsqu'ils sont des membres de la famille, utilisent des tactiques de manipulation psychologique avant de passer à des formes de coercition plus directes. C'est insidieux parce que c'est déguisé en sollicitude aimante. Et le moment de la révélation ? A demandé Catherine. Quand avez-vous décidé d'exposer la vérité sur votre situation financière ? C'était la question que je savais qui viendrait, celle qui m'obligeait à expliquer la décision la plus difficile de ma vie. La gifle, ai-je répondu simplement. Quand Juliette m'a giflé au milieu de la salle de bal devant 130 personnes pour avoir refusé de lui donner les clés de mon appartement. J'ai su qu'elle avait franchi une ligne que je ne pouvais pas ignorer. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de protéger ma famille des conséquences de leurs actions. Il s'agissait de me protéger moi-même, de continuer à être abusée. L'interview s'est poursuivie pendant 45 minutes, couvrant tous les aspects de mon histoire. J'ai parlé de la décision de vivre simplement pour protéger ma vie privée, des années de soutien financier secret que j'avais fourni, de la conspiration pour me faire déclarer incompétente et de la bataille juridique qui a suivi. Chaque réponse était conçue non seulement pour raconter mon histoire, mais aussi pour éduquer les autres sur les signes avant-coureurs et les ressources disponibles. Madame Lefebvre, a dit Catherine vers la fin de l'émission, avez-vous un message pour votre fils s'il regarde cette interview ce soir ? C'était la question la plus difficile, celle que j'avais à la fois redoutée et espérée. J'ai regardé directement dans la caméra, sachant qu'il y avait une chance qu'Étienne regarde. Étienne, si tu m'écoutes, je veux que tu saches que je t'aime toujours. Je t'aimerai toujours parce que tu es mon fils. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de vous abuser. Aimer quelqu'un ne signifie pas sacrifier votre dignité pour sa convenance. Aimer quelqu'un ne signifie pas devenir une victime de sa cupidité. Les portes de mon cœur te seront toujours ouvertes. Ai-je poursuivi, sentant les larmes commencer à monter dans mes yeux. Mais seulement si tu peux les franchir en tant que l'homme honorable que j'ai essayé d'élever. Seulement si tu peux me regarder dans les yeux et accepter l'entière responsabilité de tes actions. Seulement si tu peux montrer que tu as appris que la famille se construit sur l'amour et le respect, pas sur l'opportunisme et la manipulation. Et pour toutes les personnes qui regardent et qui reconnaissent leur propre histoire dans la mienne, ai-je ajouté en m'adressant au public plus large, je veux que vous sachiez que vous avez le droit d'être traité avec dignité, peu importe votre âge. Vous avez le droit de prendre vos propres décisions concernant votre argent, votre maison, votre vie. Vous avez le droit de fixer des limites avec les membres de votre famille qui vous traitent mal. Et vous avez le droit de chercher de l'aide lorsque ces limites sont violées. Lorsque les caméras se sont éteintes, le studio a éclaté en applaudissements de la part de l'équipe de production. Catherine m'a serrée dans ses bras, les larmes aux yeux. Aurore, c'était l'une des interviews les plus puissantes que j'ai jamais faites. Elle va changer des vies. Carlos a hoché la tête fièrement, sachant que nous avions accompli quelque chose de plus grand que de gagner un procès. Cette nuit-là, en rentrant à mon appartement avec Joseph, Lucie et Amélie, je me sentais plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. J'avais raconté mon histoire. J'avais défendu ma vérité. Et j'avais utilisé ma douleur pour aider les autres. Peu importe ce que l'avenir me réservait avec Étienne, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. « Aurore, » dit Lucie depuis la banquette arrière, « je suis si fière de toi. Tu as transformé la pire expérience de ta vie en quelque chose qui protégera des milliers de personnes. » Ces mots résonnaient dans mon cœur alors que nous arrivions à la maison. L'appartement que Juliette avait autrefois convoité me semblait à nouveau vraiment un foyer. Non pas parce que j'avais gagné une bataille juridique, mais parce que j'avais enfin appris à me valoriser suffisamment pour exiger le respect que je méritais. J'avais découvert que parfois, la seule façon de sauver une relation est d'être prêt à la perdre. Et alors que je me préparais à me coucher cette nuit-là, je savais que j'avais donné l'exemple le plus important de ma vie.
qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, que l'on n'est jamais trop vieux pour exiger la dignité et que le véritable amour exige parfois les décisions les plus difficiles. Mon histoire était terminée, mais ma vie ne faisait que recommencer. 2 ans ont passé depuis cette nuit qui a divisé ma vie en un avant et un après. En écrivant ces lignes, je suis assise sur le même balcon où j'arrosais mes plantes et réfléchissais aux humiliations silencieuses que je pensais devoir endurer par amour maternel. Comme le monde semble différent quand on trouve enfin le courage de mettre un prix sur sa dignité. La matinée a commencé comme toutes les autres depuis 18 mois, avec un appel de Carmen, la coordinatrice de la Fondation Aurore Lefèvre pour la protection des aînés. Oui, j'ai décidé d'utiliser mon nom pour l'organisation caritative que j'ai fondée avec une partie de mon héritage redirigé. Aurore, nous avons 23 nouveaux cas cette semaine, m'a informé Carmen avec ce mélange de tristesse et de détermination qui caractérise ceux d'entre nous qui travaillent dans ce domaine. Tous des schémas similaires. Des enfants adultes faisant pression sur des parents âgés pour des biens ou de l'argent. Chaque cas qui arrive sur mon bureau est comme regarder dans un miroir du passé. Hier, j'ai examiné le dossier d'une femme de 72 ans dont la fille l'a convaincue de vendre sa maison pour son propre bien, pour découvrir ensuite que l'argent finançait une entreprise en faillite et des vacances en Europe. Avant-hier, c'était un homme de 69 ans que ses jumeaux soumettaient au chantage affectif. Si tu ne nous prêtes pas 50 000 €, tu ne verras jamais tes petits-enfants. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai transformé ma pire expérience personnelle en mon but de vie le plus significatif. La Fondation a aidé plus de 400 personnes âgées à reprendre le contrôle de leurs finances, de leurs biens et, plus important encore, de leur estime de soi. Nous avons des avocats spécialisés, des travailleurs sociaux, des psychologues et un système de soutien que j'aurais aimé avoir quand je me sentais si seule et confuse. Joseph est toujours mon plus cher voisin, bien qu'il soit maintenant aussi le vice-président de ma fondation. Ses 72 ans sont remplis d'une énergie renouvelée depuis qu'il a commencé à donner des conférences sur la façon de détecter la manipulation familiale. « Aurore », m'a-t-il dit la semaine dernière, alors que nous examinions des cas. Je n'aurais jamais pensé que mes années dorées incluraient de devenir détective pour des familles dysfonctionnelles, mais c'est la meilleure aventure que j'ai jamais eue. Lucie a emménagé dans l'appartement d'à côté il y a 1 an. Après son divorce d'un mariage qui n'avait duré que 8 mois, elle a décidé qu'elle avait besoin d'être proche de la personne la plus courageuse qu'elle connaisse. Travailler comme directrice de l'éducation de la Fondation lui a donné un but qu'elle n'avait jamais trouvé dans sa carrière d'enseignante traditionnelle. « Tante Aurore, me dit-elle fréquemment, tu m'as appris que parfois, la vraie famille ne vient pas du sang, mais de ceux qui choisissent de te respecter inconditionnellement. » Le succès de mon histoire publique a eu des conséquences inattendues. Le livre que j'ai écrit avec l'aide d'un journaliste d'investigation est devenu un best-seller national. Quand l'amour fait mal, la révolte d'une aînée s'est vendue à plus de 200 000 exemplaires et tous les droits d'auteur vont directement à la Fondation. Les lettres que je reçois des lecteurs sont des témoignages vivants que mon expérience a résonné dans des milliers de foyers où le silence était la norme. Carlos est toujours mon conseiller financier, mais il est maintenant aussi le comptable principal de la Fondation. Son expérience dans la gestion des aspects juridiques de ma confrontation avec Étienne est devenue un atout inestimable pour aider les autres dans des situations similaires. « Madame Lefèvre, m'a-t-il dit lors de notre réunion mensuelle, nous avons récupéré plus de 3 millions d'euros en biens et en économies que des membres de familles abusifs avaient obtenus illégalement. La question que tout le monde me pose, celle qui revient dans chaque interview et chaque conversation profonde, est de savoir si Étienne me manque. La réponse est complexe et douloureuse.
L'enfant qu'il était me manque. Le jeune homme qui avait montré des éclairs de gentillesse et d'honneur. L'illusion de la famille que je pensais que nous avions me manque. Mais les dernières années de manipulation, de chantage affectif et de manque de respect systématique ne me manquent pas. Étienne a essayé de me contacter exactement 3 fois au cours de ces 2 années. La première fois, c'était 6 mois après l'interview télévisée, quand apparemment des collègues avaient vu l'émission et commencé à le traiter différemment. La deuxième fois, c'était à la naissance de son fils, mon petit-fils Olivier, il y a 14 mois. La troisième fois, c'était il y a 3 mois, quand Juliette l'a quitté, emmenant le bébé et la moitié de leur maigre bien. Chaque fois qu'il a appelé, c'était pour demander de l'aide financière, jamais pour offrir des excuses sincères ou reconnaître le mal qu'il avait causé. Son schéma de pensée reste identique. Il voit ses problèmes comme des injustices extérieures, non comme des conséquences de ses décisions. La dernière conversation a duré moins de 5 minutes et s'est terminée quand il a dit « Maman, ta fierté est plus importante que ton petit-fils. » J'ai répondu avec une clarté qui m'a surprise. « Étienne, ma dignité est exactement aussi importante que mon petit-fils. Et j'espère qu'un jour il apprendra cette leçon mieux que toi. » C'était la première fois que je raccrochais au nez de mon fils. Et c'était aussi étrangement libérateur. Le sujet d'Olivier, mon petit-fils, est le seul qui puisse encore me faire pleurer. Il a 14 mois et ne me connaît pas. Quand Juliette est partie, elle a emporté toutes les photos de famille, y compris les quelques-unes que j'avais de lui. J'ai créé un fonds en fiducie pour ses études universitaires, administré par Carlos, qui sera disponible à ses 18 ans. Quelle que soit la relation que nous aurons alors. Peut-être, me dit Amélie lors de nos dîners hebdomadaires, quand Olivier sera plus grand, il cherchera ses propres réponses sur ce qui s'est passé dans sa famille. Peut-être qu'il trouvera le courage de connaître sa grand-mère par lui-même. Amélie est devenue ma plus proche confidente, surtout depuis qu'elle a dû aussi fixer des limites difficiles avec des membres de sa famille toxique il y a une décennie. Ce qui me surprend le plus de ces 2 années, c'est à quel point ma santé physique et mentale s'est améliorée. Pendant les dernières années, avec Étienne et Juliette, j'avais développé une insomnie chronique, des maux de tête constants et une anxiété qui me maintenait dans un état d'alerte permanent. Mon médecin dit que mes analyses actuelles montrent les niveaux de stress d'une femme de 10 ans plus jeune. « Aurore », m'a dit le docteur Hernandez lors de mon dernier bilan, c'est impressionnant de voir comment le corps réagit lorsque nous éliminons les sources de stress toxiques. Votre tension artérielle est parfaite. Votre sommeil est réparateur. Même votre posture s'est améliorée. Il a raison. Je marche plus droit. Ma voix est plus ferme et mes mains ne tremblent plus lorsque je prends des décisions importantes. La boutique de fleurs où je travaillais a fermé il y a 1 an, mais j'ai trouvé une nouvelle passion dans le jardin communautaire que j'ai aidé à établir dans l'immeuble. J'enseigne à d'autres résidents plus âgés les plantes médicinales et les techniques de culture biologique. C'est une activité qui me connecte à la terre et à des gens qui apprécient la sagesse accumulée au lieu de la voir comme de l'obsolescence. Ma routine actuelle comprend 3 jours par semaine au bureau de la Fondation, 2 jours à visiter les maisons de personnes âgées qui ont besoin de soutien émotionnel et les week-ends consacrés à l'écriture de mon 2e livre. Celui-ci se concentrera sur des stratégies pratiques pour détecter et prévenir l'abus financier familial, basées sur les cas que nous avons traités. L'appartement qui était autrefois une source de convoitise est maintenant un espace de paix et de créativité. J'ai converti l'ancienne chambre d'Étienne en un bureau où je reçois des personnes qui ont besoin de conseils. Les murs sont remplis de lettres de remerciements, de photos de familles que nous avons aidées à se réconcilier de manière saine, et de diplômes des universités où j'ai donné des conférences.
L'une des expériences les plus enrichissantes de cette période a été de devenir un mentor pour d'autres femmes plus âgées, confrontées à des situations similaires. Margaret, 74 ans, est venue à la Fondation il y a 6 mois, après que son fils ait vendu sa voiture, sans sa permission pour payer des dettes de jeu. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 mois, et la semaine dernière, elle m'a envoyé une photo d'elle souriant dans sa nouvelle voiture, qu'elle a achetée avec ses propres économies après avoir récupéré l'argent légalement. « Aurore » m'a écrit Margaret dans sa lettre. « Tu m'as appris que fixer des limites n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Tu m'as appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. » Ces mots m'ont rappelé pourquoi toute cette douleur en valait la peine. En réfléchissant à ces 2 années, je comprends que mon histoire n'a pas la fin heureuse traditionnelle, où toute la famille se réconcilie et vit heureuse pour toujours. Mais elle a quelque chose de mieux. Elle a l'authenticité, la dignité retrouvée et un but qui transcende ma douleur personnelle. J'ai appris que parfois, la plus grande démonstration d'amour de soi est de s'éloigner de ceux qui insistent pour vous faire du mal. Si je pouvais envoyer un message au passé, à l'Aurore qui est entrée dans cette salle de bal de mariage il y a 2 ans, je lui dirais « Aie courage. Ce qui est sur le point de se passer sera douloureux. Mais de l'autre côté, t'attend une vie plus authentique que tu ne l'as jamais imaginée. La paix t'attend. La paix qui vient de savoir que tu ne permettras plus jamais à personne de te traiter comme si tu étais jetable. » Ce soir, alors que je termine d'écrire ces réflexions, je regarde vers l'avenir avec un espoir renouvelé. Demain, j'ai une réunion avec des sénateurs pour discuter d'une nouvelle législation visant à mieux protéger les aînés contre les abus familiaux. La semaine prochaine, j'inaugure le 3e centre régional de la Fondation. Le mois prochain, je commencerai une série de documentaires sur ce sujet qui sera diffusé à l'échelle nationale. Ma vie à 70 ans est plus riche, plus significative et plus authentique qu'elle ne l'était à 68 ans. J'ai appris que la fin d'une relation toxique n'est pas une perte, c'est une libération. J'ai découvert que la vraie famille est choisie autant qu'elle est héritée. Et j'ai prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre de sa propre histoire. Mon existence n'est plus définie par mon rôle de mère ou de veuve, mais par mon rôle de survivante, de défenseur et de femme qui a finalement trouvé sa propre voie, forte et claire.